Bienvenue dans l'entretien de France 24. Le Royaume du Maroc a connu le 20 février une journée de manifestation, alors effet de mode au réel besoin de réforme. C'est ce dont nous allons parler avec notre invitée, Madame Assia Ben Salah Alaoui, ambassadeur itinérant du roi Mohamed VI du Maroc. Madame Alaoui, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, comment est-ce que vous avez suivi cette journée du 20 février ? Bonjour et merci de me recevoir. Eh bien, écoutez, cette journée, pour nous, il n'y a rien de plus normal que les manifestations, puisque nous avons l'habitude d'avoir des manifestations, des diplômés chômeurs devant le Parlement. Il y a quand même une très grande liberté d'expression, il y a une liberté pour pouvoir manifester, et il est tout à fait clair que c'était d'abord par solidarité avec les peuples tunisiens et égyptiens, et par conséquent, nous n'étions pas surpris. Et en plus, la manifestation s'est passée dans une grande dignité, dans beaucoup de calme, en tout cas par les protagonistes eux-mêmes. Mmh. Et par conséquent, c'était un vent de liberté auquel nous sommes accoutumés. Alors effectivement, il y a eu des manifestations pacifiques au Maroc. Par contre, il y a eu des demandes. Alors l'essentiel des demandes étaient des demandes économiques et sociales. Il y a eu dans toutes les banderoles qu'on pouvait lire, les pancartes, etc. On demandait la fin de la corruption, les problèmes que pose le domaine de la santé, de l'éducation, les diplômés chômeurs, comme vous venez d'en parler. Ce sont quand même des demandes assez essentielles qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais ce fut peut-être l'occasion de le rappeler. Quel état des lieux vous faites justement de tous ces problèmes économiques et sociaux au Maroc en ce moment? Eh bien, écoutez, il est tout à fait clair que le Maroc n'a pas commencé aujourd'hui les réformes. Et c'est bien là la spécificité du Maroc. Alors que, hélas, dans la région, le discours sur les réformes semblait se substituer progressivement aux réformes elles-mêmes. Je crois que le Maroc a initié des réformes très courageuses et qui sont allées très loin. Bien que la demande n'était pas vraiment ressentie, si vous voulez. Vous n'êtes pas sans savoir que la première génération des réformes s'est attaquée à des sujets extrêmement douloureux. Oui, mais certains des sujets qui sont aujourd'hui, dont on parlait dans cette manifestation, restent encore douloureux. Il est tout à fait clair que les réformes sont un processus. Il y a toute cette première génération de réformes qui va depuis les réformes des droits de l'homme, les réformes de la Moudouana pour la femme, les réformes structurantes pour les grands projets, pour pouvoir précisément créer des emplois, car c'est ça le grand challenge des pays méditerranéens au sud de la Méditerranée. Nous savons que 50% de la population a moins de 25 ans et par conséquent, il faut créer ces emplois. Et donc, il y a toute une génération de réformes qui a été initiée à la suite d'ailleurs d'une concertation, et ça on l'oublie souvent, d'une concertation extrêmement vaste qui a bénéficié de la participation de pratiquement 200 chercheurs, société civile, les représentants de cette société civile, des acteurs économiques, et qui ont publié le rapport du centenaire, qui a donc fait un véritable état des lieux et les demandes pressantes pour pouvoir justement répondre aux aspirations de toute la population, où nous savons cette quantité de jeunes avec l'obligation de créer des emplois, car c'est vraiment là le défi majeur. Eh bien, le grand problème, c'est que les réformes ont été initiées, que tout se passe d'une façon normale, mais hélas, les réformes sont extrêmement longues parfois à produire leurs effets. Je ne veux parler par exemple que sur la problématique du développement humain. Et moi je suis très sensible à ce problème puisque j'étais au conseil d'administration du PNUD lorsque nous avons lancé le fameux rapport sur le développement humain arabe dans la région arabe. Nous avons d'ailleurs été les initiateurs un petit peu d'un mouvement de liberté dans ce sens. Mais entre le moment où vous commencez des réformes, où vous commencez des projets aussi ambitieux que ceux de l'INDH, de l'Initiative nationale pour le développement humain, et le moment où vous allez avoir le trickle-down effect, c'est-à-dire que tout cela doit aller aux bénéficiaires, il y a évidemment un temps, une latence. Et là, on sait très bien que la jeunesse, et que malheureusement, la crise aussi est venue un petit peu freiner
Est-ce que la création qui a été annoncée juste après justement cette manifestation du Conseil économique et social par Sa Majesté Mohamed VI a été aussi une réponse peut-être pour le 20 février, mais surtout une manière d'accélérer les réformes? Il faut savoir que Sa Majesté ne fait rien dans l'improvisation et dans la démagogie. Le Conseil économique et social était prévu de longue date. Il avait été mis en place par la Constitution, mais il y avait des consultations pour justement pouvoir faire bénéficier les réformes en marche d'une accélération et surtout d'une concertation plus grande. Alors je me réjouis aussi de cette marche du 20 février, car elle a du bon. C'est une opportunité pour nous d'élargir en quelque sorte les ayants droit, mais aussi ceux qui peuvent prendre la parole. Car c'est magnifique de pouvoir libérer la parole. Et on a vu effectivement des profils très différents au sein de ce Conseil. Revenons à la marche et aux revendications des manifestants. Il y a eu aussi une demande de certaines parties, en tout cas, qui était de réduire le périmètre du roi. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien, il est tout à fait clair que le roi donne l'impulsion et que les forces politiques, qui sont d'ailleurs élues, ont toute l'attitude de pouvoir mener aussi leur politique et puis les réformes à bien. Maintenant, il est tout à fait clair que le roi jouit d'un tel charisme, d'une telle popularité, qu'il ne se contente pas de lancer les projets, mais il veut voir les projets achevés. Il est sur tous les terrains. Il n'y a pas que les grands projets structurants, mais il y a aussi tous les projets de proximité qui le mènent dans des villages dont les 3/4 des Marocains, parfois, hélas, ne connaissent même pas le nom. Donc, il est mu, si vous voulez, par cette politique de proximité. Et d'où vient, du coup, à votre avis, ces demandes de réduire ce périmètre et voire de parler d'une monarchie constitutionnelle au Maroc? Mais la monarchie constitutionnelle, elle est déjà constitutionnelle. Nous avons une constitution qui depuis 63, depuis la première, a été considérablement libéralisée au fil des temps. Donc, encore une fois, d'où viennent ces demandes, à votre sens? Comment est-ce qu'on peut les lire? Mais il est tout à fait normal et logique que les demandes soient, de toute façon, vont crescendo. Les Marocains sont très ouverts. Ils ont déjà goûté, si vous voulez, à cette liberté, à cette participation. Il est tout à fait normal qu'ils puissent aussi demander des réformes politiques. Et là, il me semble que c'est aux forces vives du Maroc qui sont élus. Nous avons un gouvernement quand même qui est élu, mais difficile parce que c'est un gouvernement de coalition. Et souvent, il est un petit peu gêné aux entournures. Nous savons ce que c'est. Les réformes, souvent, ont besoin d'un message politique fort. Les réformes sont extrêmement douloureuses à mener. Je crois que vous en savez quelque chose en France. Et c'est pour cela que Sa Majesté est en première ligne sur cette thématique pour bousculer un petit peu. Il y a aussi des réticences, il y a des intérêts qui sont lésés. Et donc, c'est pour cela, si vous voulez, on a besoin de cette période d'impulsion. Alors, je vous coupe parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais savoir comment sont vécues du Maroc toutes ces révolutions populaires qu'ont vécues et que continuent de vivre certains pays arabes. Alors, nous avons vu la Tunisie, nous avons vu l'Égypte, aujourd'hui la Libye. Et il y a beaucoup de mouvements au Bahreïn, au Yémen, etc. Comment est-ce que c'est vécu à partir de Rabat et du Maroc de manière générale? Moi, je m'ai réjoui personnellement de ce vent de liberté qui s'ouvre sur le monde arabe. Encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur cette question et je me sens un petit peu libérée car on était un petit peu montré du doigt comme incapables de pouvoir choisir nos gouvernants et de nous émanciper. Ceci dit, je crois que passer l'euphorie de cette liberté, il est tout à fait clair qu'il y a une catharsis, qu'il y a une période exutoire pour toute cette colère rentrée. Les réveils vont être un petit peu douloureux. Moi, je suis préoccupée, notamment par le fait qu'il faut impérativement éviter le chaos et qu'il faut que l'organisation se fasse d'une manière ordonnée. Et notamment qu'on puisse justement très vite se remettre au travail et remettre la machine sociale et économique en marche, car c'est de cela que nous avons justement besoin. Et je me réjouis aussi de la solidarité dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je connais bien l'Égypte, j'y vais souvent, et j'ai parlé avec mes amis, il y a eu une solidarité extraordinaire au sein du peuple égyptien, entre les musulmans, entre les coptes, et ces clivages sont un petit peu partis. Je me réjouis aussi de cette solidarité que les Tunisiens et les Égyptiens manifestent à l'égard de la Libye. Il est tout à fait clair que c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe en Libye,
car le chaos ne pourra jamais favoriser de toute façon l'émergence de la démocratie. Et par conséquent, on a vu cette solidarité venir des Égyptiens et des Tunisiens, ce qui est absolument formidable. En une minute, j'ai envie de vous demander, par contre, vous parlez de cette solidarité entre peuples arabes. Comment est-ce que vous avez trouvé les réactions de l'Occident, de l'Union européenne, des États-Unis, soit pour ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, ce qui se passe aujourd'hui en Libye? Écoutez, moi, pour vous dire toute la vérité, je suis un petit peu choquée et déçue par la frilosité de l'accompagnement de l'Union européenne. On a l'impression, en particulier, qui est quand même, ne l'oublions pas, notre partenaire essentiel dans l'Euroméditerranée. N'oublions pas qu'elle est autocentrée sur la problématique. Sa seule peur, c'est on va avoir un flux d'immigrants, on va avoir la problématique énergétique. Bien sûr, ça menace des pays fragiles comme l'Espagne et l'Italie, ça je comprends parfaitement. Et par effet de contagion, ça nous menace aussi. Mais j'aurais souhaité un petit peu plus de solidarité, un petit peu plus de générosité, car maintenant, c'est maintenant l'heure de vérité. Ces démocraties naissantes ont besoin d'un soutien effectif, massif et peut-être discret, car il ne faut pas que l'Union européenne soit aussi dans l'arrogance et dans la leçon. Il faut qu'elle puisse être efficiente. Et là, on l'attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Assia Ben Salah Alaoui, pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Au revoir. Je vous remercie.